parlons du design thinking. Alors quand Eric Grab, ici présent, me dit « présente les forums prospectifs à l'extérieur », il me dit « Pauline, tu dis bien que notre démarche, c'est de faire rentrer des entreprises, des académiques, des consultants extérieurs à Michelin pour présenter des idées innovantes, dans une démarche prospectiviste, afin de faire comprendre à vous, à moi, à nous, salariés de Michelin, ce qui se fait à l'extérieur, ce qui est différent, ce qui est innovant, novateur. Et aujourd'hui, Florian Roch vient vous parler du design thinking. C'est la 5e fois que les forums prospectifs invitent quelqu'un pour parler du design thinking. Pour ce qui est de la découverte, de l'innovation, je reconnais, j'ai pas été une flèche. Ça fait 15 ans qu'on parle du design thinking. Pour ce qui est de la prospective, je reconnais, on peut mieux faire. Et pourtant, oui Florian, vous avez toute votre place ici, il n'y a aucun doute, le design thinking a sa place au forum prospectif. On passe d'une approche innovante à un outil qui va servir l'innovation. Et en ça, nous avons besoin du design thinking et de comprendre à quoi ça sert. Le design thinking, on espère, sera là pour régénérer notre esprit d'innovation. En tout cas, vous allez nous aider à comprendre si ça peut le faire, comprendre comment on peut innover, comment le design thinking peut être un outil pour nous, pour avancer, innover, être prospectiviste. Je vous remercie d'accueillir donc avec chaleur Florian Roch du cabinet Sensinov qui est là pour nous parler du, vous l'aurez compris, design thinking. Merci Pauline. Alors, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour évoquer justement cette approche, le design thinking, à laquelle certains d'entre vous sont peut-être déjà habitués, ou en tout cas on connaissent, qui est cette approche de conception et de résolution de problèmes créatifs fortement inspirée de la pratique des designers. Et effectivement, le design thinking, on va voir que ça a aidé un certain nombre d'entreprises à innover, à réussir sur leur marché, mais que ce n'est pas nécessairement la martingale. Je vais vous faire part et je vais vous inviter à un voyage pour explorer les qualités, les bénéfices du design thinking, mais aussi un certain nombre des limites, ou en tout cas des conditions de son succès. Et comment le design thinking, bien utilisé, peut être un levier très puissant de conception de meilleures offres, de transformation de l'entreprise vers un modèle plus agile et plus innovant, et puis tout simplement une meilleure façon d'avancer, sans doute, pour vous. Alors, le design thinking, on en parle effectivement depuis un certain nombre d'années, notamment dans le monde anglo-saxon. Ça a fait la une de Business Week il y a, vous voyez, pratiquement 15 ans, et ça a suscité beaucoup d'espoir. Mais depuis 15 ans, le design thinking a vécu, un peu comme une courbe de Gartner, des très hauts d'attente, parfois irraisonnés, et des très bas, des très très fortes remises en cause. Dès 2011, vous voyez, le design thinking est une expérience ratée. Qu'est-ce qui nous reste à avoir ensuite ? On remonte en 2017-2018 avec une de la Harvard Business Review quand même sur les évolutions possibles et les bénéfices possibles du design thinking. Et puis une conférence en 2017 au titre très très explicite. Est-ce que le design thinking finalement ce serait du bullshit? Alors la réalité est évidemment entre les deux. C'est plutôt qu'il y a des conditions de succès et c'est ce que je vais vous inviter à partager avec moi sur un certain nombre de cas. Alors un certain nombre de cas sur lesquels vous êtes particulièrement bien placé pour vous poser la question, et Michelin, d'un certain point de vue, a été pionnier du design thinking sur plein de façons de fonctionner. Vous avez ça dans votre ADN. Les fondateurs, vous les connaissez mieux que moi, mais André et Édouard Michelin, André le centralien, et qui pourtant est devenu un expert du marketing, de la communication et de la vente. Édouard, sorti des Beaux-Arts et qui pourtant a plongé très très finement dans la R&D du caoutchouc, donc une forme d'inversion des rôles et de multidisciplinarité qui est au cœur de la démarche du design thinking. Et puis cette façon très visionnaire, évidemment, de comprendre comment est-ce qu'on peut pousser un marché, comment est-ce qu'on peut passer d'une technologie caoutchouc vers un premier secteur, le vélo, jusqu'à l'automobile, et comment est-ce qu'on peut promouvoir cette technologie et ce marché en se diversifiant
et en finalement accompagnant les usages, les services liés aux pneumatiques par le guide rouge des restaurants, par les services de cartographie, finalement accompagner votre consommateur dans toutes les facettes de sa vie que le pneu va lui permettre de faire, mais d'aller donc bien au-delà. Donc vous portez en vous des éléments du design thinking très très forts. Et en même temps, vous êtes aussi votre meilleur ennemi dans l'application du design thinking, avec un métier extrêmement technique, très techno-push, très averse au risque et à l'erreur, parce que vos produits doivent être parfaits sur le marché, ce qui, sur le siècle écoulé, a conduit aussi à un certain nombre de limitations et de réserves dans l'application possible du design thinking. Mais voilà, double modèle, et en tout cas, vraie source d'inspiration pour vous. Vous avez au sein de Michelin les graines et les racines pour une application forte de cette approche. Aujourd'hui, en termes de stratégie sur les marchés, reste un enjeu majeur. L'enjeu majeur, c'est la différenciation. Et pour vous qui notamment vendez des petites galettes noires, comment est-ce qu'on se différencie dans un marché où finalement vos clients préfèrent mettre le budget d'un pneu dans une coque de téléphone portable que dans cet objet pas forcément très très sexy et sur lequel il est difficile de faire percevoir une réelle différence. Et cette différenciation qui reste au cœur de l'enjeu stratégique, elle s'est construite de façon différente selon les époques. Pour faire court, sur la première moitié du XXe siècle, pour se différencier, il fallait maîtriser et démontrer une maîtrise supérieure de technologie et de process. C'est d'ailleurs une usine Michelin que vous voyez sur l'écran. Pour simplifier, dans la deuxième partie du XXe siècle, on a plutôt été sur un domaine du marketing et de l'émergence de marques très fortes, à partir desquelles, au-delà du clin d'œil dont je vous laisse profiter, très misogyne, il y avait la logique de si j'ai une marque puissante, on réussira de toute façon. Et puis, ce système se dérègle et depuis finalement une vingtaine d'années, on est entré probablement dans un nouveau monde que constatent pas mal de gens, notamment Joseph Pine qui a théorisé le concept de économie de l'expérience. Et ce concept d'expérience, expérience client mais expérience salariée aussi, en tout cas intégration de ce que vos parties prenantes sur un marché vivent, est apparu et présente des règles du jeu justement très particulières et qui se prêtent particulièrement bien à l'exercice du design thinking. Alors je vous invite pour percevoir qu'est-ce que c'est que l'expérience client et en quoi ça peut vous toucher, vous, Michelin, de regarder une petite vidéo très éclairante sur ce qu'est l'expérience client. Alors vous allez voir que c'est détourné, c'est à quoi ressemblerait le commerce physique, simplement l'achat d'un pain dans un supermarché, s'il répondait au code du e-commerce. Et je vous laisse profiter de la vidéo en question. Hey, just that, thanks. You sure? Yeah. Username? Oh, Nick M? No. NM 1983? No. Zandy Pops? Sorry. Zandy Pops? No, okay. Don't worry, I'll help. What's your postcode? Oh, it's GU749ZT. Welcome back, Nick Forever. Oh, hey. Please listen carefully to this bread license agreement before continuing with your purchase of a loaf of bread. If you do not, blah, blah, blah. You also agree not to use any bread-based products for any purposes prohibited by United Kingdom law, including without limitation, design, development, manufacture of missiles, chemical, nuclear or biological weapons. Tick. I'm afraid you've timed out. What? Sorry. Hello? Excuse me. Oh, yeah, hey. Just one loaf, sir. Yeah, we just... What's your username? It's Nick Forever, but number 4, not the... Gotcha. Yeah. Okay, I'm just going to check that you're a real person. Could you say that for me? That's not even a word. Okay, how about this one? You know what, forget it. Or this one? Hippopotamus. You're in. Great, I'm in. £8.85. It's supposed to be 98 pence. Plus express delivery. What's that? Oh, well, it's express delivery. It's fast. So there's, standard. Standard. Standard delivery, that's £4.99. Why? Bread insurance. You didn't untick the don't decline bread insurance option. You know what, I think I'll risk it. It is quite close to the sell-by date. Don't care. 98 pence it is. If you want to pop back in 5 business days, it'll be ready for your collection. Well, I need it now, obviously. Oh, OK. You want the take-home today price? Well, that's £3.27. You know what, I'm going to go. Come back soon. I won't. Dear customers, this call will be closing in 10 minutes. Please proceed to checkout. Please proceed to checkout. Thank you.
Beaucoup de choses dans cette vidéo. Je ne veux pas vous parler de retail aujourd'hui, mais typiquement, posez-vous la question de la fréquence des ce qu'on appelle les touch points, les points de contact avec l'offre, et la facilité ou la difficulté pour les franchir dans votre business. Alors typiquement, vous, le point de contact, notamment avec le pneu, justement, c'est pas très fréquent par rapport à toute une série de produits ou de services. D'où d'ailleurs l'intérêt d'avoir d'autres formes de services, le guide, la cartographie, etc. Historiquement, c'était vraiment très très visionnaire pour enrichir les points de contact et augmenter la fréquence des points de contact avec le client, évidemment qu'on espère satisfaisant et non pas insatisfaisant comme dans la vidéo, mais ça vous permet de toucher du doigt les aspects de qualité fonctionnelle, de qualité émotionnelle, de qualité statutaire, de qualité sociale d'un rôle qu'on joue dans l'utilisation d'un produit ou d'un service. Tout ça constitue l'expérience client. Alors l'expérience client, elle a ceci de particulier, notamment avec évidemment l'évolution numérique et la digitalisation, de changer très très vite. Si vous voyez ces photos qui ont pas mal tourné sur les réseaux sociaux, les deux premières illustrent l'élection des deux derniers papes, Benoît XVI et François. En 2005, personne n'avait de smartphone, tous les happy few profitaient en direct de l'élection du pape. En 2013, les smartphones s'étaient très très rapidement imposés. Tout le monde vivait l'événement finalement par l'intermédiaire de l'écran et de la photo. Et puis j'ai accolé il y a 2 ans l'élection américaine où phénomène du selfie, qui est encore une autre évolution d'usage contre lequel on ne peut rien. Mais vous voyez la vitesse d'évolution et de transformation des usages liés à l'apparition certes de cet objet du smartphone, mais son intégration dans le mode de vie et la valeur des gens et de ce que les gens veulent en faire. Alors, si on ne comprend pas ces évolutions et si on ne s'intéresse pas à l'expérience client et aux évolutions d'usage, certains ont essayé, ils ont eu des problèmes. Un notamment qui a eu beaucoup de problèmes, c'est Nokia. Donc vous voyez la courbe de part de marché en orange. En 2009, l'iPhone est déjà sorti depuis 2 ans. Nokia a encore 50% de part de marché. Et vous voyez la vitesse avec laquelle Nokia est complètement sorti du panorama, de leader à société reprise par Microsoft dans des conditions épouvantables et puis qui a quasiment disparu de la surface de la Terre alors qu'il était leader d'un produit de haute technologie dont on se disait, oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a encore eu une de Forbes à l'époque, en 2007-2008, disant qui peut aller challenger Nokia. Donc, même les leaders sont extrêmement challengés, faute d'avoir compris et intégré comment peut évoluer l'expérience client. Une des caractéristiques, vous le savez bien d'ailleurs, de quelques-uns des plus grands succès et des acteurs émergents de la nouvelle économie depuis une quinzaine d'années, c'est justement d'avoir mis en avant très très fortement l'expérience client avant même de parler de techno, avant même de parler de produits, se focaliser sur l'amélioration de l'expérience client. Uber avec les taxis, évidemment, Facebook pour vous permettre de mettre en valeur tout plein d'éléments de vie sociale avec vos amis et avec votre réseau, Alibaba en Chine ou Amazon dans le monde occidental pour simplifier, petit écho à la vidéo de tout à l'heure, le e-commerce. Voilà. Donc ces acteurs-là et ces succès considérables des 15 dernières années se sont basés sur le fait de mettre au cœur de la réflexion stratégique l'expérience client et finalement il y a pas mal de paramètres qui le confirment. Finalement il y a une formule qui dit good design is good business. Quand on regarde un panel d'entreprises sélectionnées pour leur bonne appropriation de l'expérience client et la bonne application du design thinking, elles surperforment en termes de capitalisation boursière. Le standard d'impôts américain, c'est un indice qui est suivi par un institut depuis quelques années et qui donne des enseignements assez forts sur la reconnaissance, à nouveau, véritablement business, de cette approche. Alors, ce que ces approches ont en commun, quand on parle d'expérience client, c'est d'avoir mis et de mettre très très fortement l'humain et plus largement les parties prenantes au centre véritablement de la réflexion et des démarches de conception. Le design thinking, pour faire très court, et pour ceux qui n'auraient pas encore vu cette planche désormais un peu traditionnelle, c'est une démarche équilibrée qui vise à réconcilier et en fait à faire travailler ensemble 3 grandes dynamiques et 3 grands impératifs. Un impératif de viabilité business, dans le sens de la rentabilité et du retour sur investissement, un impératif de faisabilité technologique, mais je préfère parler plutôt d'opérationnel, puisque l'organisation, la culture, le fait d'arriver à mettre ça en œuvre est tout aussi important. Et puis, une 3e branche qui est l'objectif de désirabilité pour globalement les parties prenantes, les consommateurs au sens large, mais potentiellement aussi, on en reparlera, vos salariés. Et effectivement, c'est cette 3e branche qui est finalement
la plus oubliée ou la plus négligée dans les entreprises. Les deux premières branches, elles sont généralement très très bien faites au niveau des comités de direction. Par contre, vraiment mettre au même niveau de hiérarchie cette désirabilité client et se poser tous les jours la question de quoi véritablement le client a besoin et en quoi ça peut impacter notre entreprise, c'est plus compliqué à mettre en œuvre et c'est pourtant ça l'essence du design thinking. Finalement, quand on y pense, ça paraît être du bon sens et en même temps, cette démarche qu'on appelle aussi donc centrée utilisateur, logiquement, c'est quand même un vrai changement de paradigme, un vrai renversement de perspective. Quand sur le marché immobilier, on vend des maisons, généralement, qu'est-ce qu'on voit affiché? Plutôt à vendre. Quand vous dites à vendre, vous vous placez à la place de qui? À la place du vendeur, voilà, finalement du producteur de l'offre ou du producteur de service. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ce type de panneau sur les voitures qu'on vend ou sur les maisons qu'on vend? Mine de rien, ça paraît tout bête et ça paraît juste du bon sens, mais le fait d'écrire probablement à acheter positionnerait extrêmement différemment les représentations qu'on se fait, le fait de se projeter dans qu'est-ce que l'acheteur va vouloir, qu'est-ce qu'il va vouloir trouver, comment je mets en valeur différemment l'appartement. Donc, je pense que vous percevez le changement qui d'un point de vue un petit peu plus analytique aussi se formule dans cette jolie phrase d'un prof de marketing déjà dans les années 60. Les gens n'ont pas besoin de perceuses, ils ont besoin de trous dans les murs. Et au-delà des trous dans les murs, évidemment, de toute la capacité d'aménagement et de valorisation de l'appartement. Mais donc, oublions le product centric, c'est pas la perceuse qui est important, c'est ce que la perceuse vous permet de faire. C'est d'ailleurs aussi une des formules de Steve Jobs. L'important, c'est pas ce que la machine peut faire, c'est ce que vous pouvez faire avec la machine. Ça n'a l'air de rien, c'est en fait un vrai changement de paradigme dans la façon dont on peut concevoir les offres et de la façon dont on les présente au marché. Je voudrais passer en revue un certain nombre justement de cas business dans lesquels les entreprises qui ont appliqué le design thinking ont réussi justement et de manière très très forte. Alors tout d'abord dans l'amélioration de leurs offres et le fait de réussir sur le marché. Lego, que vous connaissez tous, au milieu des années 2000, numéro 2 mondial du jouet, était au bord de la faillite. Il s'était diversifié dans des parcs à thème, dans des jeux vidéo, parce que c'était la mode à l'époque de faire des jeux vidéo, où ça semblait être le cas et ça semblait correspondre aux usages, dans une forme de diversification aussi où vous pouviez commander des kits personnalisés de briques, et ce qui avait conduit à un nombre de références absolument hallucinant et qui désorganisait toute la production, bref, au bord de la faillite. Et le nouveau PDG, qui croyait à certaines des approches de design thinking au sens de aller observer finement le marché des consommateurs, leurs usages et leurs motivations, a utilisé des ethnologues, des anthropologues, des sociologues pour aller au cœur des familles et comprendre quelles étaient les dynamiques de jeu en famille autour des fameuses petites briques. Et c'est tout ce travail-là, qui est une incarnation du design thinking, qui a permis de recentrer l'entreprise sur un certain nombre de composantes, le développement d'un certain nombre de franchises, Star Wars, etc., le développement d'une gamme finalement adulte de Lego qui a extrêmement bien fonctionné parce que les parents prescripteurs se retrouvaient aussi une âme d'enfant et pouvaient accompagner leurs enfants. Bref, tout un repositionnement basé sur une analyse très très fine des consommateurs et des véritables usages. Un groupe qui est allé un petit peu plus loin encore, est-ce que vous reconnaissez ? Nintendo avec la Wii à peu près à la même époque. Donc ça fait écho d'ailleurs à Lego, la grande mode des jeux vidéo. À l'époque, les jeux vidéo, début des années 2000, c'est pratiqué par qui ? L'utilisateur type, c'est plutôt un jeune adolescent garçon. Voilà. Et sur ce marché-là, que dans l'analyse stratégique on appelle Océan Rouge, tous les concurrents de l'époque, Microsoft, Sony, Nintendo, justement se battent à coups de technologie, de processeurs graphiques toujours plus sophistiqués pour proposer une jouabilité très très réaliste pour ce geek en fait adolescent. Et Nintendo, qui a du mal à suivre d'ailleurs la cadence technologique en termes d'investissement, se dit est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire ? Et comment on peut réfléchir à une façon peut-être différente d'envisager le jeu vidéo. Le jeu vidéo, il a quand même une mauvaise réputation à l'époque, qui est le fait que on est affalé sur son sofa, on ne fait pas de sport. Donc comment est-ce qu'on peut revaloriser par rapport aux parents la pratique du jeu vidéo ? Et il constate aussi une autre chose en allant véritablement au sein des familles, c'est que il y a un vrai problème intergénérationnel. Comment on trouve des jeux en commun entre parents-enfants et même grands-parents-enfants ? Et si vous combinez ces deux grands pain points vécus à l'époque, le côté obésité, pas simple pour la santé, et le côté comment je trouve des occasions de jeu en famille, vous aboutissez finalement assez logiquement, mais après cette démarche
très analytique et très intense, à la Wii, avec justement des investissements sur tout le système kinétique et où vous devez justement vous lever et effectuer un certain nombre de gestes proches de l'activité qui est demandée. Et ça a eu un succès faramineux et ça a justement, au-delà des pubs et au-delà de toutes les images d'Épinal, fait jouer ensemble de l'intergénérationnel. En tout cas, la Wii, c'est un succès considérable et qu'on appelle aussi la stratégie d'océan bleu. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer véritablement un nouveau segment de marché par ce type d'approche. Donc on avance dans la transformation des entreprises par le design thinking. J'évoquerai peut-être dans les questions le cas d'une grande banque française que j'ai accompagnée dans sa démarche stratégique. Ce n'est pas une image de la banque en question, mais qui avait justement un certain nombre de critères marketing extrêmement pauvres pour développer ses offres et sur lequel, justement, par une approche ethnographique et design des opérations, on est parvenu à une définition d'offres et de modèles relationnels beaucoup plus sophistiqués que les critères utilisés à l'époque. Un cran plus loin, le changement de business model. Decathlon. Decathlon, à la fin des années 90, c'est un retailer, un distributeur d'articles de sport qui distribue surtout les marques des autres, Nike, Adidas, etc. Ils distribuent leurs propres produits, mais qui sont des produits franchement pas très sexy, outsourcés en Chine, assez basiques, les produits bleus, etc. Ils ont conscience d'arriver un peu à la limite de ce modèle, qui est un modèle de faible marge, de la grande distribution, etc. Et ils décident de miser, le comité de direction, en recrutant un designer qui place à la tête de la direction innovation. Et ce monsieur qui s'appelle Philippe Picot fait ce qu'il sait faire en tant que designer, à savoir concevoir des produits qui ont du sens, qui ont une valeur d'usage. Et il envoie ses équipes, là aussi, designers, ethnographes, sociologues, voir les pratiques sportives avec tout ce concept de la démocratisation du sport. Comment est-ce qu'on peut mettre les gens à faire du sport et comment est-ce qu'on peut les aider? La fameuse tente de seconde, elle est née de cette observation. Des campeurs du dimanche ou des campeurs des vacances. Qu'est-ce qui est particulièrement pénible? C'est quand vous arrivez au camping, il fait nuit, vous êtes crevé, vous avez marché toute la journée et vous avez passé 3 quarts d'heure à chercher des sardines dans la boîte et à ne pas arriver à mettre votre tente. Donc la tente de seconde, c'est une réponse assez évidente quand on se donne la peine d'aller regarder quels sont les pain points des consommateurs. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Ils ont construit, vous le savez très certainement, sur toutes les gammes d'activités sportives, des produits aujourd'hui extrêmement légitimes, aussi voire plus légitimes que les marques traditionnelles. Et aujourd'hui, ils ont véritablement verticalisé la chaîne de valeur. Ils sont devenus producteurs légitimes d'articles de sport, ce qui est extrêmement intéressant dans ce business parce que les marges sont plus dans la production que dans la distribution. Donc, le design thinking comme levier pour changer carrément son business model. Et puis, peut-être l'exemple le plus abouti autour de l'expérience client du design thinking comme levier de transformation, Airbnb, qui aujourd'hui a déjà utilisé les services d'Airbnb pendant ses vacances ou même maintenant pendant sa vie professionnelle. Oui, on a une bonne moitié de la salle. Comment, voilà, en quelques années, ils vont fêter leurs 10 ans l'an prochain. Comment une boîte, à partir de rien, a réussi à créer presque tout un créneau de marché en tant que tel, c'est pas juste un segment supplémentaire, en misant sur le design. Alors pour la petite histoire, parmi les fondateurs et les cofondateurs d'Airbnb, il y a plusieurs designers. Et c'est pas complètement neutre, parce qu'ils sont allés très très loin dans la compréhension d'un certain nombre d'usages, qui étaient que, en fait, au début des années justement 2010, dans le séjour, ce que j'attends, c'est moins une chambre complètement au standard mais extrêmement banalisée, parce que les gens ont pris l'habitude de voyager, et ce que je recherche beaucoup plus, c'est une forme d'authenticité. Quand je vais à Singapour, de vivre comme un Singapourien, quand je vais à Paris, de vivre comme un Parisien, avec tous les bons plans de la vie locale. Avec, cela dit, une inquiétude dans la tête de beaucoup de gens, les autres, dans les deux sens du terme, la notion de confiance. Et ils ont beaucoup misé sur le système d'assurance, le système de paiement, pour garantir cette confiance et faire en sorte qu'on en profite à fond sans s'inquiéter sur la façon dont je vais retrouver mon appartement, je vais être payé ou pas. Cela associe évidemment à un parcours client extrêmement fluide sur l'application, pour tous ceux qui l'ont pratiqué, et à des photos, alors là dans le sens esthétique même du terme de design, qui mettent extrêmement bien en valeur les logements, et vous avez les clés d'un succès de la nouvelle hôtellerie à l'aube des années 2010. Et ce leader de marché
dans le monde de l'expérience à pousser encore plus loin. Ils sont déjà leaders, à pousser encore plus loin. Vous avez peut-être vu ceux qui l'utilisent depuis l'an dernier avec un nouveau service d'ailleurs qu'ils ont intitulé Experiences et qui consiste à venir enrichir votre séjour par des prestations faites par des particuliers, de gens qui sont guides touristiques, qui vous proposent des leçons de cuisine, des balades en vélo, etc. et qui viennent encore améliorer l'expérience. Donc ce qu'on vous vend, c'est plus simplement un logement, mais effectivement, c'est toute une expérience de séjour. Donc tout ça, c'est le fruit évidemment d'une réflexion très poussée sur le sujet. Ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on prenne un tout petit peu de recul justement sur un certain nombre d'enjeux et de freins traditionnels à l'innovation. Là, on a eu quelques business cases et des succès. Qu'est-ce qui fait que le design thinking, ça peut fonctionner? C'est quoi les ingrédients clés et qu'est-ce qu'il vient impacter? Si on observe un certain nombre d'études sur les sources d'échecs des startups, mais ça vaut tout aussi bien pour les grandes entreprises. En définitive, plein d'études confirment celle-ci, qui est que finalement, les cas d'échec, pour un gros tiers, voire même la moitié, si vous ajoutez le lack of focus, c'est-à-dire le fait que vous n'avez pas franchement décidé de quelle est votre configuration d'offre, c'est le fait que vous avez mis sur le marché une offre finalement que personne n'attendait. Vous êtes juste à côté de la plaque, ça ne correspond pas aux besoins, ça ne correspond pas aux usages, ça ne correspond pas aux motivations des gens. Ça paraît fou, mais c'est bien cette cause. Et vous imaginez bien que justement pour comprendre ce que les gens attendent, il faut se donner les moyens, se donner les expertises que j'ai commencé à évoquer et sur lesquelles on va revenir, qui sont justement les sciences humaines et sociales, comme l'ethnographie, l'anthropologie, la sociologie, alliées à une capacité de les scénariser et de les incarner pour répondre à ces besoins clients. Ça, c'était du point de vue de la conception. Maintenant, du point de vue de la transformation et du point de vue de même votre vie quotidienne en tant que collaborateur d'une entreprise, dans plein d'entreprises de grande taille, on se trouve confronté à ce qu'on appelle classiquement des injonctions paradoxales. En fait, les messages, le système de valeurs au sein de l'entreprise n'est pas toujours homogène. C'est plutôt marrant, ça c'est ce qu'on voit dans la rue régulièrement. Vous avez peut-être vu aussi cette image un peu virale entre, première image, ce que le client a essayé d'expliquer par voie de sondage, d'études de marché, etc., purement déclarative. À la fin, en fait, ce qu'il attendait en termes de spécifications et de besoins, et puis toutes les interprétations des différents départements de l'entreprise qui voient chacun midi à leur porte, qui ont chacun leur KPI, indicateurs de performance, objectifs, etc., absolument pas alignés entre eux, et qui se tirent la bourre, et en tout cas qui n'arrivent pas à s'aligner. C'est le pain quotidien quand même de beaucoup de très grandes entreprises qui ont grandi, qui se sont sédimentées. C'est à la fois un petit peu fatal, et en même temps, je veux vous faire percevoir que justement cette hyper spécialisation et silotisation des entreprises, une façon de la combattre, c'est justement d'intégrer les bonnes pratiques du design thinking pour se réaligner au moins sur le client et sur le consommateur pour se mettre d'accord à un moment donné sur ce que peut être et ce que doit être l'offre. On y confronté, je vais passer rapidement, et vous avez certainement vu, alimenté justement par la direction de la prospective, des éléments de contexte très très forts sur comment est-ce qu'on pose les problèmes et à quoi on fait face aujourd'hui. On fait face à ce qu'on a appelé dans la littérature des weak problèmes, des problèmes un peu indémerdables, insolubles, très très intriqués entre eux, parce qu'on est dans un environnement VUCA, un terme origine militaire mais appliqué à la stratégie, un environnement volatile, un environnement incertain, un environnement complexe au sens de, c'est pas compliqué, un environnement compliqué, je peux avoir les clés, je peux connaître les techniques de conception. Non, là je suis complexe au sens de systémique, c'est-à-dire un petit impact d'un côté peut avoir des conséquences très très fortes sur les résultats de l'autre, et puis ambiguïté du monde. Et face à ces problèmes extrêmement complexes, le design thinking, en se recentrant sur les problématiques des parties prenantes et des utilisateurs, va permettre au moins de travailler un alignement et de travailler une valeur d'usage extrêmement puissante. Alors j'aimerais développer quelques-unes des bonnes pratiques et quelques-uns des ingrédients pour mettre en place une démarche de design thinking. Je sais que dans la maison Michelin, il y a un certain nombre d'initiatives et d'évangélisation justement à cette approche. L'idée est de partager quelques-uns des enseignements. Alors sur une démarche, j'imagine qu'un certain nombre de vous l'ont déjà vu. Tel que c'est présenté, c'est une démarche donc de conception et de résolution de problèmes. C'est présenté de façon linéaire pour la commodité du discours. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'un des principes très forts du design thinking, c'est le principe d'itération. C'est-à-dire cette capacité à la fin d'une étape de se re-challenger et de se dire les enseignements que j'obtiens
me conduisent à devoir revisiter et à reprendre une étape précédente. Mais vous avez un certain nombre de grandes étapes de poser le problème, et poser le problème en des termes centrés utilisateurs et pas uniquement marketo-financier, on y reviendra. Une étape d'exploration dans laquelle, vous l'avez compris, il s'agit de comprendre plus finement le client et d'utiliser toute une batterie d'outils à caractère ethnographique ou sociologique pour mieux comprendre les utilisateurs. Une phase d'interprétation, d'analyse sur laquelle on mettra en avant le côté multidisciplinaire. Et à partir de là, une fois que j'ai touché les véritables poches de valeur et d'opportunités, partir dans une phase de créativité et d'idéation dans laquelle je vais venir essayer de scénariser des expériences clients à forte valeur que je vais incarner sous forme de prototype, que je vais tester auprès des clients, logique de co-construction, à partir desquels je vais venir ensuite appliquer un certain nombre de critères, d'indicateurs de performance complètement légitimes de l'entreprise, mais qu'il ne faut pas faire intervenir trop tôt, qui sont effectivement la rentabilité et le côté opérationnel, pour après partir sur une logique de mise en œuvre et d'embarquement partagé. Voilà pour résumer rapidement les phases plutôt de bon sens de cette méthode, voyant dans le détail comment est-ce qu'on les met en œuvre de façon réussie. Premier problème, c'est le fait justement de recadrer le problème. Dans plein de cas de figure, le problème n'est pas forcément bien établi et bien cadré. Et le design thinking ne fonctionne, un des facteurs clés de succès, c'est si on arrive à reposer des objectifs et des problématiques dans les termes de vos propres clients. En quoi la conception d'offres va véritablement répondre à un besoin, à une problématique rencontrée par vos clients. Donc cette phase-là n'a l'air de rien, elle est en fait essentielle dans le fait de poser la bonne question. Einstein disait, si j'avais 1 heure pour répondre à une problématique, je passerais 55 minutes à bien définir le problème et 5 minutes à définir la solution. Donc c'est absolument pas neutre, et c'est en cela d'ailleurs qu'une approche multidisciplinaire peut aider aussi à reposer la question. Pour bien comprendre les clients, il faut faire preuve, mais il faut faire preuve au niveau organisationnel d'une grande qualité qui est l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place des autres, à sentir comme eux. Et c'est une caractéristique dont certains ont fait un métier, les anthropologues, les ethnographes, qui vont aller observer de manière candide, neutre, mais bienveillante, justement, vos utilisateurs, vos parties prenantes, pour véritablement comprendre leurs besoins profonds. Alors on est passé en quelque sorte de l'application de cette technique et de cet art aux tribus de l'Amazone, aux tribus d'Amazon d'aujourd'hui, aux tribus des consommateurs qu'on va décortiquer, investiguer pour voir quelles sont véritablement leurs expériences vécues et leurs expériences souhaitées. L'idée est d'aller vraiment dans la vie quotidienne des gens, de ne pas seulement se focaliser sur le moment très fort de l'expérience client. Généralement, on a le biais de se focaliser sur vraiment le moment de consommation, etc. C'est en fait très intéressant de regarder ce qui se passe avant et ce qui se passe après ces moments forts, parce que c'est ça qui va justement déterminer toutes les postures fondamentales des décisions d'achat et des décisions d'utilisation des consommateurs. Voilà pour quelques-unes des techniques. Et finalement, qui rencontrer ? Beaucoup d'entreprises, notamment dans les directions marketing, ont encore un peu le mythe du client moyen. En fait, on est bien dans des forums prospectifs, donc l'intitulé de cette présentation, c'est innover de façon radicale et innover de façon lointaine. Pour voir loin, il faut s'intéresser aux gens aussi à la marge. Donc dans la courbe de Gauss, on ne va pas chercher uniquement des Madame Michu représentatives, on va aller chercher au contraire des gens qui n'ont pas du tout la culture de votre offre, ou au contraire qui sont des experts dans votre offre, mais des personnes à l'extrême et dont les usages constituent d'ailleurs autant de signaux faibles qui sont extrêmement intéressants pour inventer des offres à forte valeur. Les fameux extreme users qui sont particulièrement intéressants à inclure dans les panels d'observation. Autre élément fondamental pour la réussite de cette approche, c'est le fait de croiser les focales. Avec l'ethnographie, on est sur une focale microscopique, vraiment du terrain, de l'individu. Évidemment, c'est à croiser avec tous les outils que la prospective et qu'un certain nombre d'études stratégiques pratiquent abondamment, qui sont des études macro, des études de marché, des grandes études de tendances sociétales. Mais c'est dans le croisement permanent de ces focales qu'on va trouver des pépites autour desquelles construire une expérience à forte valeur. Donc systématiser ce croisement de focales, et ce croisement de focales, il se fait d'autant plus facilement qu'on a des équipes multidisciplinaires. Et des équipes multidisciplinaires sur projet, des équipes disciplinaires bâties parce que volontairement on recrute non pas des gens équivalents au poste précédent, mais que volontairement on va chercher là aussi un peu des postes relativement extrêmes. Des équipes multidisciplinaires parce que dans les programmes de formation,
on veille aussi à faire évoluer les gens à nouveau vers des regards et des focales différentes entre elles et qu'on arrive à les faire travailler ensemble. Alors, ça ne veut pas dire du tout que c'est facile. Le tableau que je vous fais, ce n'est pas le monde des bisounours. C'est difficile de faire travailler ensemble et de faciliter des gens et des multi-expertises, mais c'est une des clés fondamentales pour trouver les pépites satisfaisantes. Dynamique fondamentale, là aussi, qui est maintenant bien connue des neurosciences, et vous l'avez vu sur le schéma général du processus de design thinking, enchaîner des cycles de divergence et de convergence. Il est prouvé que l'enchaînement de ces cycles-là est porteur de créativité. Cycle de divergence, brainstorming, idéation, on essaie d'ouvrir au maximum le champ des possibles, de ne pas se censurer. Et puis, on enchaîne sur un certain nombre de cycles de convergence où on vient réintroduire un certain nombre de contraintes pour filtrer, mais avant de réouvrir à nouveau sur d'autres cycles de divergence. Donc c'est l'enchaînement et la sophistication de l'organisation de ces cycles qui produit une créativité satisfaisante et à forte valeur. Garder l'humain au centre et garder cette problématique d'expérience client suffisamment longtemps dans le processus, c'est pas facile parce qu'on est vite repris par ces démons entre guillemets de viabilité économique, faisabilité opérationnelle. Si on introduit ces contraintes trop tôt, ce qui est le réflexe de beaucoup d'entreprises, on ne va pas assez loin dans l'élaboration d'ingrédients véritablement pertinents pour vos clients. C'est le fait de s'attacher le plus longtemps possible là aussi au problème et de ne pas avoir ce réflexe très français, très cartésien, très ingénieur aussi d'aller du problème à la solution. La solution, on peut l'avoir sur étagère, les funnels et les pipelines de R&D sont pleins de solutions possibles. Ok, ne les appliquons pas trop rapidement, restons focalisés sur le problème, son décortiquage, comment on peut l'apprécier. Une autre façon de voir la chose, voilà, c'est de ne pas aller trop vite à une solution sous forme de spécification technique, mais de travailler le registre justement de l'expérience client. L'expérience client, c'est une histoire qu'on veut raconter et qu'on veut faire vivre à nos clients. Et bien, cette histoire, comment est-ce qu'on peut la scénariser, comment est-ce qu'on la met en scène? Et c'est là que le rôle des designers, dans Design Thinking, il y a design évidemment, est tout à fait important parce que les designers, ce sont des concepteurs centrés sur l'humain, mais qui ont une capacité à incarner, à scénariser justement ces expériences qui ne sont pas que des cahiers des charges et des spécifications techniques, mais qui sont bien des moments de vie qui ont de la valeur pour les gens à qui ça s'adresse. Le design thinking, c'est un mode de pensée, mais c'est une démarche de praticien. Voilà, à un moment, il faut faire, et le faire est un moyen de penser. Et je reviendrai à l'instant sur la notion de prototype, mais c'est une démarche qui s'incarne dans des pratiques extrêmement fortes. Et il est là aussi démontré qu'un certain nombre d'environnements sont plus propices que d'autres à la créativité et à la création d'expériences très fortes. On est souvent habitué à la photo de gauche pour nos réunions, etc. Si on veut vraiment avoir des réunions productives sur lesquelles on aboutit à des choses concrètes et à valeur, il commence à être démontré et il commence à être pratiqué d'ailleurs que c'est plutôt des environnements comme celui de droite, mis en place par des écoles, par des labs d'innovation, que vous commencez à avoir d'ailleurs, mais qu'il faut développer, qui peuvent être une source très très manifeste d'innovation et d'innovation qui est du sens et de la valeur. J'ai parlé à l'instant de prototype. Le prototype est justement à la base justement un ingrédient clé du design thinking, d'Edison à Dyson, des grands innovateurs et qui tous sont passés par une multiplicité de prototypes qui ont été testés, co-construits, itérés avec le marché pour aller toujours plus loin dans la réponse aux problèmes. Alors, le proto, attention, ce n'est pas forcément un proto produit, ça peut être un service, et j'entends bien que dans le pneu, voilà, on ne va pas mettre n'importe quoi sur la route. En revanche, se frotter à ses clients, tester un certain nombre d'éléments, même préliminaires auprès d'eux pour valider que ça correspond à leurs besoins, ça c'est une démarche fondamentale et que je vous invite à pratiquer de façon toujours plus régulière. Un prototype, finalement, c'est une représentation visuelle. C'est un moyen de communication. Finalement, les deux façons d'exprimer la même chose et le même concept, vous voyez, soit sous forme de mots, personne n'a trop envie de lire, j'imagine, et puis on va tous mettre derrière les mots notre propre conception et notre propre interprétation. Ça me prend 1 minute également de faire, finalement, ce petit schéma d'application qui est tout de suite beaucoup plus parlant et autour duquel chacun dans la salle peut tout de suite réagir en disant « Ah non, c'est pas comme ça que je le voyais. Ah bon, tu vois l'apparition de telle ou telle fonction et pas de telle autre. » Vous voyez qu'on est sur des choses où on va accélérer
le cycle d'innovation et on va objectiver. Dans objectiver, il y a objet, donc la notion de prototype est un objet d'échange qui ne doit pas être parfait, dont on ne doit pas tomber amoureux, entre guillemets, mais qui est véritablement un langage universel, finalement beaucoup plus pratique à utiliser en démarche de conception. Je vais passer sur quelques éléments de prototype, on y reviendra peut-être si vous avez des questions sur cette notion de turc mécanique et jusqu'où on peut aller dans certains protos qui paraissent compliqués mais qui sont en fait relativement simples pour étudier des réactions et étudier des nouveaux usages. Et j'aimerais dire un mot, puisque là aussi on est dans un forum sur la prospective, sur une des branches du design et du design thinking qui est le design fiction et qui va justement venir aider à trouver des meilleures solutions pour l'innovation radicale ou l'innovation lointaine de type prospective. Le design fiction, c'est finalement aller très très loin, mais on va voir que ce n'est pas forcément extrêmement compliqué à mettre en place, dans l'incarnation et la représentation de prototypes et de contextes, mais qui vont être extrêmement inspirants pour les gens. Je reviendrai sur cet exemple tout à l'heure. L'idée est d'aller de façon assez radicale dans la représentation justement de scénarios que les designers font très bien et de mise en scène d'un contexte très vraisemblable, donc d'histoire à vivre, et on verra quelle forme ça peut prendre, pour justement être plus inspirant et pour déclencher des réactions qui ne sont pas que des réactions de sachants et de prospectivistes, mais qu'on peut aller porter auprès d'un plus grand public. Je vais illustrer ça à l'instant. J'aimerais qu'on réfléchisse d'ailleurs un moment sur la question par exemple des interfaces et la façon dont les interfaces ont été imaginées dans l'histoire récente et comment on continue à les imaginer aujourd'hui et comment le design thinking et le design fiction peut aider. Question du stylet. Le Palm Pilot, certains d'entre vous probablement s'en souviennent, il y a une grosse vingtaine d'années, il paraissait évident de continuer à écrire avec un stylet sur un écran. Une des grandes révolutions de l'iPhone en 2007, ça a été de dire le meilleur stylet dont on dispose, c'est mon doigt. Et le doigt est magique. Pourquoi s'embêter avec un stylet quand le doigt peut servir ? En fait, dans quand même plein d'usages professionnels, notamment les tablettes graphiques de designers, un stylet, ça peut être pertinent parce que voilà, la force avec laquelle j'appuie sur l'écran, la précision, etc., ça correspond quand même à un certain nombre d'usages réels vécus dans certaines situations, si bien que même Apple, finalement, est revenu sur les dernières tablettes à une dynamique de stylet. Donc vous voyez l'évolution des usages et de la compréhension des usages basée justement sur une connaissance assez fine et sur une pratique assez fine des consommateurs et qui accompagne finalement les évolutions en termes d'offres. Interface, et là on parle tout de suite de design fiction, Minority Report, voilà, qui a illustré de façon très très forte ce que pouvait être un mode d'interface haptique basé sur le geste et le contact, sauf qu'en fait ça s'avère absolument pas pratique de faire bouger des interfaces, c'est extrêmement fatigant quand on le teste, mais ça a permis une projection en la matière. Pensez à une interface par le mouvement des yeux, comme Google Glass l'a testé il y a quelques années, là aussi, fort de pas mal d'espoir, mais en définitive, dans des applications courantes, aujourd'hui, ça n'est pas au point, c'est extrêmement compliqué à mettre au point, c'est très fatigant aussi également, et c'est compliqué à utiliser en dehors de contextes véritablement professionnels. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de la voix avec les assistants personnels, vocaux, Alexa, Pod, Home, etc. Est-ce que c'est la martingale ? Pas sûr non plus. Dans plein d'applications, et cette petite illustration vous en montre un certain nombre, ça ne fonctionnera probablement pas non plus pour tout. Et c'est donc particulièrement intéressant d'aller essayer de chercher à mettre en scène justement ce type d'histoire et de représentation. Et le design fiction permet de le faire, permet d'aller se projeter dans comment est-ce qu'on utilise, comment est-ce que les usages vont être par rapport à une situation technologique, par rapport à un prototype donné. Alors cette façon de faire, de projeter les gens dans une histoire utopique ou dystopique, ça ne date pas d'hier. Les voyages de Gulliver, Le meilleur des mondes, 1984, dans le monde sociétal ou de la politique, ont permis justement de mettre en scène de façon justement très vivace des nouveaux mondes, des nouveaux systèmes, et ainsi de faire réfléchir et de faire penser. C'est précisément ce que le design fiction se propose de faire. Alors, un exercice de design fiction, c'est par exemple 2001 l'Odyssée de l'espace qui a introduit la notion de tablette. Il y a plus de 40, il y a pratiquement 50 ans de cela. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que dans un des procès retentissants entre Samsung et Apple,
Apple attaquait Samsung et Samsung a dit non mais attendez, le projet de tablette c'est dans le domaine public. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace, on avait déjà imaginé ce que pourrait être une tablette informatique et ça a été un des arguments juridiques massifs, vous voyez, de Samsung. Donc ça sert déjà à ça, mais ça sert aussi à se projeter sur ok, si j'ai ça, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que ça implique de façon très très concrète dans ma vie quotidienne et dans mes usages. Est-ce que c'est pratique, est-ce que c'est pas pratique? Vous connaissez tous probablement Black Mirror, cette série anglaise qui voit d'un côté très très sombre les usages du digitaux, mais ça permet de mettre en scène et d'utiliser dans des démarches prospectives justement un certain nombre de situations qui vont faire réagir les gens et de façon extrêmement forte, extrêmement incarnée, bien plus que les outils traditionnels, très rationnels à nouveau de la prospective ou de l'analyse stratégique. Pourquoi cette design fiction? C'est parce que justement on va travailler des registres émotionnels et des registres plus ouverts et plus multidisciplinaires qui font que tout le monde peut se projeter et tout le monde peut réagir et s'imaginer à partir de cette mise en scène. Outil de design fiction intéressant, créer des guides par exemple, des manuels d'usage. Comment est-ce qu'on peut, quand on réfléchit à un produit, projeter des futurs potentiels utilisateurs dans, comment j'utilise un véhicule autonome, comment je réserve une chambre en l'an 2030, comment fonctionne tel ou tel appareil, voilà. Donc, prévoir ça et concevoir ça, c'est un outil qui peut être extrêmement intéressant pour projeter les gens. Et vous avez peut-être dans l'actualité entendu parler, il y a une quinzaine de jours, il y a eu un faux procès, un tribunal de l'imaginaire sur un procès fictif de voiture autonome. Tribunal de Paris, qui a mis en scène en 2041 un carambolage et comment est-ce que dans une projection du droit à l'époque, on pourrait analyser, on pourrait juger qui est responsable, la personne qui était dans la voiture et qui a mis en mode urgence et qui a provoqué le carambolage, ou est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Il y a eu donc cette projection-là extrêmement intéressante, extrêmement sophistiquée et extrêmement lourde, mais sur un certain nombre de sujets, on comprend bien que c'est passionnant et que ça permet d'aller chercher des choses très 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 complexes et qui nous permettent de mieux anticiper le futur et l'innovation de rupture. Design fiction, c'est aussi des films. Vous avez certainement vu autour du salon de l'auto ce que Volvo a proposé sur comment est-ce qu'on peut là aussi imaginer de façon assez aboutie de transformer une voiture autonome et de dormir notamment sur les trajets. Et ça change les choses, de se dire que finalement je monte en voiture et le lendemain matin je suis à 1200 km de chez moi. Comment est-ce que ça peut changer des organisations, les modes de travail, etc. etc. Ça a cette forte capacité de projection. Vous l'avez d'ailleurs fait récemment avec le concept Vision qui, jusqu'à un certain point, est une logique de design fiction, de présenter un certain nombre des bénéfices de l'offre et une projection de ce que ça peut entraîner pour imaginer le futur et faire réagir. Alors, il nous reste peu de temps pour parler d'un certain nombre de difficultés et voire de limites du design thinking. Je vais en passer en revue quelques-unes et puis je répondrai à un certain nombre de questions qui mettront peut-être aussi l'accent sur cet aspect-là. Le design thinking en tant que méthode d'innovation et démarche de conception et de résolution de problèmes, il n'échappe pas aux fragilités de toute démarche d'innovation. Dans la vision court-termiste de beaucoup d'entreprises, à nouveau très sédimentées, mais qui sont notre lot quotidien de fonctionnement. Le fait de se projeter, de changer, même si on peut être en apport de solutions, ça reste un phénomène assez complexe à mettre en œuvre. Le design thinking, par ailleurs, ça n'est pas la martingale, ça n'est pas la réponse à tout. Sur des problématiques qui finalement sont très monodisciplinaires, qui sont par exemple très juridiques ou très technologiques, vous avez bien compris qu'appliquer de l'ethnographie, du design, etc., n'est pas forcément un mode de réponse le plus pertinent. Il y a encore des sujets monodisciplinaires. En revanche, sur ces fameux problèmes complexes, vous avez compris, et je pense vous l'avoir montré, que le design thinking peut être très très utile. De la même façon, ne pas mettre de véritables designers dans une équipe projet d'innovation, c'est se priver justement aussi de cette compétence. Certaines entreprises essayent de faire du design thinking sans designer, c'est évidemment beaucoup plus compliqué à mettre en place. Le design thinking, comme certaines démarches d'agilité ou d'innovation, là aussi, quand on ne les applique pas en fait sérieusement et quand on les cantonne à un rôle de danseuse ou de maquillage, de window dressing, forcément ça ne fonctionne pas. Il faut lui donner les moyens de ses ambitions et malheureusement, au quotidien j'accompagne l'outillage et la mise en place de labs d'innovation, certes,
Mais si ce lab d'innovation finalement se limite à une usine à POC et est contraint par l'organisation et par toute une série de contraintes à ne pas véritablement pouvoir porter jusqu'au bout ses projets, forcément ça ne fonctionne pas. Mais je veux dire, c'est pas la faute du design thinking, c'est plutôt la faute des critères et du niveau d'ambition qu'on n'a pas bien voulu lui donner. Un des éléments assez forts de critique du design thinking, notamment lors de la dernière vague de remise en cause, c'est finalement le constat que certaines entreprises, au contraire, l'ont appliqué de façon trop rigide, de façon trop linéaire et séquentielle, en se privant, malgré tout, d'un certain nombre des éléments d'intuition, de souplesse, d'ajustement, qui sont justement à la base du fonctionnement des designers, mais qui, remis avec des KPI traditionnels, avec une vision héroïste, court-termiste, etc., ne peut pas fonctionner. Si on ne s'autorise pas notamment l'itération, cette démarche a du mal à bien fonctionner. En définitive, une équipe qui fonctionne en mode design thinking, c'est moins un orchestre symphonique avec une partition complètement réglée qu'un jazz band dans lequel, oui, il y a un certain nombre de principes, il y a des fondamentaux, il y a une ligne, il y a une mélodie, mais on a des acteurs qui sont capables de prendre des solos et qui sont capables de jouer leur partition et leur rôle à eux sous le regard des autres avec beaucoup de multidisciplinarité et d'interconnexion entre elles. C'est un peu ce modèle-là qui reste métaphorique, mais qu'on peut percevoir au quotidien et qui est un bon signe de fonctionnement en mode design thinking. Et finalement, et j'en conclurai peut-être là-dessus avant des questions, une des garanties, mais assez classiques, de bonne mise en œuvre du design thinking, c'est qu'elle puisse être portée au plus haut niveau. Et un certain nombre d'entreprises, et qui par ailleurs ne réussissent pas trop mal, ont reconnu et ont accordé un poste de Chief Design Officer au board, au comité exécutif, ce qui leur permet d'adresser un certain nombre de problèmes de façon finalement beaucoup plus holistique et beaucoup plus à caractère d'infrastructure et d'organisation que simplement une porte d'entrée produit qui est finalement assez limitante. Voilà, quand on a la chance, par exemple Google actuellement, qui n'a pas toujours été un modèle de design thinking et de design, mais qui vise quand même à une très très forte simplicité d'utilisation, qui est une des clés de l'expérience client. Quand on a le CEO de Google qui dit le design ça doit inspirer finalement toutes nos actions et c'est un élément fondamental, et évidemment on a plus de chances que ce soit porté et complètement incarné. Tout petit mot de conclusion avant des questions à nouveau. Le design thinking, c'est une compétence à la fois organisationnelle dans des organisations qui fonctionnent de plus en plus en réseau, parce que multidisciplinaire, parce que interconnecté. Donc c'est un ferment et un levier de fonctionnement dans ce type d'organisation vers lesquelles on évolue, et le monde managérial évolue évidemment. Et c'est une des compétences aussi au niveau individuel ou de petites équipes qui rentrent complètement dans tout ce que finalement les visions du travail et des compétences imaginent pour l'avenir. Et mon petit mot de conclusion sera en forme d'ouverture. On parle beaucoup du design thinking, comme le disait Pauline, depuis une quinzaine d'années. On en chante les louanges, il y a une forme de design thinking et de rêve autour de cette méthode. On commence quand même à avoir un certain nombre d'échecs et de design thinking si finalement on se leurre sur les facteurs clés de succès. Au fond, vous l'avez compris, c'est quand même une démarche basée sur le doing, sur le faire, notamment le prototypage. Et un des points clés quand on met en place ce type de démarche, pour moi, c'est le design thinking au sens de qualité d'embarquement et d'alignement des équipes, mais que justement, quand c'est bien fait, ça permet de faire. Merci beaucoup et je suis à votre disposition pour un certain nombre de questions. Première question, Delphine. Bonjour. Bonjour. Pensez-vous que dans nos entreprises, il faille réapprendre à observer? Vous avez parlé du sens de l'observation. Pour moi, c'est quelque chose de très important, mais j'ai l'impression qu'on l'a tous, mais que dans ces entreprises, on ne sait plus observer et on ne sait pas à qui remonter toutes les informations que l'on puisse avoir. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour réapprendre à observer? Moi, je le crois très fortement et on est un certain nombre à le partager. C'est un constat que fait Jeff Bezos, qui était connu historiquement pour aller finalement livrer lui-même au début d'Amazon et d'avoir ce contact client. C'est un des secrets aussi d'Airbnb,
qui a fait plein de voyages à New York, etc., pour comprendre de l'intérieur finalement la dynamique et la logique et comprendre que finalement les gens pouvaient utiliser le service parce qu'ils avaient des difficultés à payer leur loyer et que le fait de vendre et de mettre en location une pièce de mon appartement, ça allait financer mon loyer. Vous voyez, c'est les fondateurs qui l'ont fait directement. Mais effectivement, aujourd'hui, dans les grandes boîtes plus traditionnelles, on a du mal à observer. On passe souvent par le média des études de marché. Je ne l'ai pas développé, mais il y a une formule de Jeff Bezos qui dit, si vous voulez comprendre un marché, arrêtez avec les études de marché et allez parler à des clients. Donc cette dynamique un peu d'ailleurs de culture startup qui est de dire, sortez de votre bureau, allez au contact de clients, j'y crois très très fort et c'est porté par quelques-uns des plus grands modèles de succès de ces dernières années. Alors c'est quand même un métier, moi j'ai tendance à le recommander à tout le monde à titre d'acte de réacculturation. Pour aller très finement, c'est bien de faire appel à des spécialistes qui sont les anthropologues, les ethnologues, etc., dont c'est le métier. Mais que chacun et que chaque product owner ou responsable marketing aille se frotter régulièrement au marché et à des vrais consommateurs, que ce soit du B2B ou du B2C, pour moi c'est absolument fondamental. Et j'étais très très frappé il y a quelques temps dans une boîte dans laquelle on me disait, au sein même d'une direction marketing, mon statut et mon contrat de travail m'interdit de rencontrer directement des clients. Ça existe quand même encore aujourd'hui, des directions marketing qui interdisent à leurs salariés, pour toute une série de problèmes plus ou moins abscons, j'imagine, mais d'avoir cette forme de contact. Donc oui, moi je le préconise et je considère que la sédimentation des entreprises et cette hyper-professionnalisation et ce média de l'étude de marché a beaucoup limité la capacité d'observation. En tout cas d'invention, parce que les études de marché, une des limites justement, c'est de proposer des questions fermées et de réagir par déclaration plus qu'observation. Donc vous vous interdisez par méthode même de découvrir des choses nouvelles que vous n'auriez pas imaginées, malgré toutes les qualités d'études quali, etc. On biaise toujours parce qu'on ferme la discussion. Merci pour l'intervention. Moi, je m'interroge sur une notion qu'on rencontre dans notre pratique parce que je fais de l'expertise en utilisabilité. Et nous, un de nos freins majeurs pour appliquer ce type de méthodologie, c'est le temps. C'est-à-dire que nous, on est sur un temps humain et une observation, ça demande du temps qu'on nous accorde assez rarement. Là, j'ai lancé une étude ethnographique il y a mi-septembre et les résultats sont après parus qu'on a déjà des prototypages en cours, sans avoir les résultats et sans avoir pris le temps de les analyser. Et on est sur beaucoup d'injonctions très différentes. Il faut toujours aller plus vite avec l'agile, il faut penser plus vite, mais nous, l'observation, moi je me demande s'il y a un des freins, du coup, c'est pas cette notion de temps qui est un petit peu différente. Oui, certainement. Alors, dans mes projets, effectivement, c'est une des contraintes dont on discute effectivement avec mes clients, parce que je promeus ces phases effectivement d'observation à caractère ethnographique, et que les terrains, pour tous ceux qui en ont pratiqué, on sait que ça prend effectivement du temps. Moi, vraiment, ma vision à ce stade, à nouveau dans des sujets pertinents, parce que des sujets monodisciplinaires, ça ne présente pas beaucoup de sens ou d'intérêt, mais dans des problèmes intrinsèquement complexes à aller craquer, pour moi, c'est un vrai investissement. Il y a une forme de retour sur investissement, mais ce temps perdu au début, on le regagne sur l'ensemble du cycle. Alors effectivement, il faut l'avoir vécu et être passé par cette approche pour s'en convaincre, mais pour ceux qui l'ont vécu, effectivement, ça permet de se mettre sur de bons rails et sur des poches de valeur, en tout cas des poches de problématiques d'usage les plus fondamentales. Mais oui, il y a tout un travail de conviction à faire au niveau des décideurs, et c'est pas facile. Oui, une question là-haut. Je fais partie de l'équipe de designers chez Michelin. Sur un groupe de 50 000 personnes, bonjour, je fais partie de l'équipe de design. Mais là, je vous entends. Alors, ça... Je fais partie de l'équipe design intégré chez Michelin. Par rapport à un groupe de 115 000 personnes, quelle serait pour vous la taille critique d'avoir cette cellule pour pouvoir aider nos collègues qui ont beaucoup de mal? Un peu de métrique de design. Évidemment, c'est une réponse qui est compliquée à donner. Un exemple d'investissement très fort, moi j'ai deux exemples, un français et un international. Je commence par l'international. IBM est célèbre pour s'être repositionné sur des démarches de conception centrée utilisateur il y a quelques années. Et si je ne dis pas de bêtises, leur programme était d'embaucher 1000 designers
Donc sur une organisation à peu près de la même taille que la vôtre, hein, finalement on est dans le même genre de métrique, embaucher 1000 designers en 3 à 5 ans. Voilà. Évidemment répartis sur un certain nombre d'antennes. Bon, c'est une des démarches qu'on retient parce qu'elle est effectivement massive hein, en termes d'embauche. À un niveau un petit peu plus proche de nous, Decathlon que j'ai cité tout à l'heure est passé de quasiment aucun designer à la fin des années 90 à la plus grande équipe a priori de design intégré. En tout cas aujourd'hui, à ma connaissance, ils sont à peu près de 250 à 300 designers pour une entreprise comme Decathlon. Voilà, donc il y a une démarche des petits pas, il y a des choses qu'on fait. Ce sont ces deux chiffres, alors forcément un peu extrêmes parce que c'est plutôt des benchmarks à la hausse. Ils ont démarré plus bas et on peut faire des choses aussi à partir de moins d'effectifs. Maintenant, à nouveau, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Ça, on est d'accord. Et la multidisciplinarité, avec des designers dans des équipes projet, elle ne se fera que s'il y a suffisamment de designers à associer au projet. Est-ce qu'il y a une dernière question, parce que pour une question de temps, là, il va falloir qu'on conclue. Alors, je voudrais aussi qu'on accueille Arnaud, notre facilitateur graphique, qui a eu la gentillesse de prendre en note de façon design l'intervention de Florian. Voilà. Et on peut l'applaudir. Ça peut permettre de continuer. Parfait. Alors, on vous appuie sur le support. Le montrer ? Oui, attends, je prends un chevalet. On va t'aider là, faut le dire. Donc sujet effectivement important que vous avez perçu en filigrane, mais dans le design, il y a effectivement le côté management visuel. Et vous avez vu que dans les salles de lab idéal, c'est des questions de posture, travailler debout, c'est des questions de représentation visuelle, de représentation schématique, qui sont finalement un des meilleurs éléments pour partager des idées, des concepts avec la direction et les décideurs qui passent et qui ont 5 minutes pour capturer la substantifique moelle du projet, mais avec votre propre équipe aussi pour le faire évoluer. Donc effectivement, cette compétence de facilitation graphique, je ne l'ai pas évoquée en tant que telle, mais c'est une des expertises, une des compétences souvent très très importantes en innovation. Ouais. Bah Arnaud, peut-être tu peux juste en 2 mots nous présenter cette œuvre. Mais bien sûr, oui. Avant d'y aller, n'hésitez pas à venir admirer le travail. Ce qui est important, c'est savoir déjà si Florian se retrouve dans cette synthèse. N'ayez pas peur. Si on pouvait avoir peut-être un message sur le titre. Un message clé qui serait un message global. J'avais pensé par exemple à mieux comprendre le client pour mieux répondre à ses attentes. Ça peut être autre chose aussi qu'on pourrait mettre ici. Voilà. Ouais, ça me parle. Ça me parle. Ouais, j'ai une question sur le... J'en profite. Hein. J'ai une question moi, sur le terme expérience client. Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment ce terme-là qui va bien? Est-ce qu'on n'arrête pas d'en parler, mais est-ce que ça ne va pas nous refaire le coup du design thinking ou on va utiliser le mot expérience à tout va? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, il y a un côté un peu lassant de ce mot valise. En même temps, on n'a pas vraiment trouvé mieux pour incarner, malgré tout, à la fois des aspects fonctionnels, des aspects émotionnels. Enfin, il y a bien cette idée, pour moi, que je trouve assez forte d'histoire derrière. C'est quand même une histoire qu'on veut raconter, cette notion de mise en scène, qui est quand même très forte avant de passer à des solutions uniquement rationnelles. Vous voyez. Donc, malgré tout, moi, j'ai pas de meilleur terme qu'expérience client, même si c'est parfois un peu rasoir, effectivement, de toujours trouver ce terme à toutes les sauces. Mais... Et si vous avez des suggestions, je suis. Non, c'est que je me mets aussi ce matin, petite anecdote. Donc moi, je viens d'assez loin. J'ai besoin de garer mon véhicule pas trop loin. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait un super truc qui a été fait, c'est de mettre des panneaux, vous savez, à l'entrée des parkings pour les employés, avec le nombre de places, tout ça ouvert. Donc super, une grande évolution. J'arrive, c'est marqué ouvert. Il y a le nombre de places pour les personnes handicapées. Je rentre et là, c'était blindé. Et donc là, je vois des voitures tourner, sortir. Et là, je me suis dit, waouh, ils ont mis un super truc, et ben, je suis pas satisfaite. Et ça m'a presque plus frustrée que quand il n'y avait pas le panneau. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est des petits trucs au quotidien comme ça qui font qu'il y a une vraie volonté d'améliorer l'expérience employée, à partir du début où on pose la vécu et jusqu'à ce qu'on revienne. Et là, j'ai été frustrée.
Ouais, bah, des attentes déçues, voilà. Enfin, effectivement, faire générer des attentes et les décevoir. Alors là, j'attendais l'ethnographe ou l'ethnologue, je sais pas comment, l'ethnologue à l'entrée pour observer ça. Et là, en l'occurrence, c'est probablement plutôt un problème technique que la Non, volonté je qui pense était que- saine, effectivement. Je pense qu'il y a une bonne idée, mais elle était qu'au début. Ouais, Elle était qu'au ouais. début. Hein ça doit être ça. Tu en avances sur ton temps. Ah, très bien. Vous avez vu comment j'arrive à initier les C'est ça, conversations c'est sur un... Exactement, exactement. Et, il y a de multidisciplinarité d'information, en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup, Florian. Merci. Merci.